Lecture et conséquences sur la présidentielle prévue dans moins d'un mois. Le pacte national de la gouvernance démocratique issu des assises nationales réactivées, quelle analyse en faire? Le système politique est-il prêt à l'appliquer? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du temps reçoit ce dimanche 28 janvier Ibrahima Kane, membre fondateur de la RADDHO et militant des droits de l'homme, et Pierre Ahmed Ba, anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes. L'Air du temps de 10h à 11h sur la 90.3. avec Alassane Samba Diop. Jarama Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh ñooñuy xeexal ñun ñu lay xeex jaraw làkk Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh ñooñuy xeexal ñun ñu lay xeex jox nga ñu sa àdduna taxawaayu soldat di ñu xeexal di ñu wutal lu doon ñu muccal ci jafe-jafe yi Afrika xarañ ba génne carbone 14 ni ñu boole suñu làkk ak l'école nouvelle bi jàngale booba am dañu la Cheikh say pexe ci njàng mi mbay mi rawoon na jamono tey ñuy bëgg a dabe di wutu say jéego. La saisine de l'Assemblée nationale sur le rejet par le Conseil constitutionnel de la candidature de Karim Wade. Quelle lecture et conséquences sur la présidentielle prévue dans moins d'un mois? Le pacte national de la gouvernance démocratique issu des assises nationales réactivées. Quelle analyse en faire? Le système politique est-il prêt à l'appliquer? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du temps reçoit ce dimanche 28 janvier Ibrahima Kane, membre fondateur de la RADDHO et militant des droits de l'homme, et Pierre Ahmed Ba, anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes. L'Air du temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où vous nous suivez. Merci d'être à l'Air du temps, à iRadio. Nous avons avec nous dans ce studio Ibrahima Kane, militant des droits de l'homme, membre fondateur de la RADDHO. Nous attendons d'une minute à l'autre Pierre Ahmed Ba, anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dimanche 28 janvier 2024. Dans moins d'un mois, les Sénégalais doivent élire le prochain président de la République dans une élection assez inédite où le sortant n'est pas candidat, une élection dite très ouverte, mais qui pose déjà beaucoup de problèmes. Ibrahima Kane, tout est parti du rejet de la candidature de Karim Wade, considéré comme étant quelqu'un qui avait une double nationalité et qui ne les avait pas déjà déposés à temps, selon le Conseil constitutionnel. Depuis lors, l'Assemblée nationale a été saisie par le PDS et, curieusement, c'était membre du parti au pouvoir pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour savoir pourquoi cette candidature a été rejetée. Donc, si on revient à tout, tout est parti du point de la nationalité. Comment on peut expliquer cette histoire de nationalité? Merci Alassane Samba pour l'invitation et bonjour à vos auditeurs. Alassane, cette question... Bienvenue à Pierre. Oui. Voilà. Cette question de la nationalité du président de la République est une question qui est apparue dans le système politique sénégalais dans les années 90. C'est lors de la réforme de 1992... Avec le code consensuel. Voilà, que pour la première fois, il a été exigé dans la Constitution du Sénégal que le président de la République devait être exclusivement sénégalais. Ce mot exclusivement sénégalais avait son importance parce que jusqu'au moment où je vous parle, la question de la double nationalité au Sénégal est une question à résoudre. Oui. Elle n'est pas totalement réglée. Alors, la Constitution introduit le principe, mais la Constitution ne règle pas les modalités de gestion de cette question de la nationalité exclusive. C'est le code électoral qui, dans 2 articles, un premier article, je pense que c'est LO 114, qui dit que la personne candidate doit jurer sur l'honneur, en tout cas introduire un document sur l'honneur pour dire
qu'elle n'a que la Qu'il se nationalité sénégalaise. Mais plus loin, dans le même code, je pense que c'est LO 118, qui dit que le Conseil constitutionnel a tous les moyens de vérifier que l'ensemble des règles qui sont posées pour être candidat sont remplies par les candidatures. La difficulté avec cet article 118, c'est le temps. Vous savez que si nous prenons le cas actuel, entre le dépôt et la publication. D'abord, entre le dépôt et la publication, ça fait même pas un mois. Oui. Et entre la publication et l'organisation effective des élections, ça fait même pas un mois. Alors, si on doit vérifier qu'Alassane Samba Diop, qui a peut-être la nationalité australienne, est exclusivement sénégalais, matériellement, le Conseil n'a pas le temps. Donc ça, c'est la première chose que les auditeurs doivent savoir. La deuxième chose, et là pour revenir au cas que vous nous signalez, c'est que cette affaire de la nationalité de Karim Wade n'est pas nouvelle. En 2016, c'est l'avocat de Karim Wade, je pense un certain Maître Seydou Diagne, qui avait dit sur une télévision étrangère, France 24 pour ne pas la citer, que non seulement Karim Wade est français, mais que son père lui-même est français. Or, son père a été à 2 reprises président de la République du Sénégal, a juré sur l'honneur qu'il n'avait que la nationalité sénégalaise, et tout est passé comme lettre à la poste. Donc, si Karim Wade aujourd'hui vient pour dire qu'il est candidat à la présidentielle, il sait d'avance qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir postuler, pour pouvoir proposer sa candidature. Les faits sont ce qu'ils sont. Il a dit, il a déposé sa lettre. Finalement, un des candidats s'est opposé à sa candidature en prétextant qu'il avait une double nationalité. On a vérifié et il s'avère que sa candidature, en tout cas, l'administration française a constaté le 16 janvier que Karim Wade avait renoncé parce que le décret est signé du 16. Mais selon son avocat, dans la loi française, il y a 2 possibilités de perdre la nationalité. Soit vous la perdez par déclaration. Les avocats de Karim Wade ont mis sur la table que Karim Wade a fait une déclaration le 23 octobre 2023 au Qatar qui renonçait à sa nationalité. Donc c'est soit par déclaration ou soit par décret. Oui, mais le problème, ce n'est pas au niveau du dépôt de la... le problème n'est pas au niveau du dépôt de... comment dirais-je encore, de la lettre de renonciation. Le problème est à partir de quand il n'est plus français. Dans le cas qui nous concerne, c'est à partir du décret signé par le Premier ministre français du 16 janvier que l'on constate qu'il n'est pas français. Alors, ce qui veut dire que tout ce qui est en train de se jouer ici au Sénégal, et pour moi c'est la chose la plus importante qu'on doit savoir, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu politicien. Parce que tout le monde savait que si vraiment M. Wade voulait vraiment être un candidat, il aurait dû depuis très longtemps, parce que sa candidature-là, elle était agitée pendant très longtemps. Il aurait dû depuis très longtemps procéder à ces formalités-là et régler le problème une bonne fois pour toutes. D'accord. Pierre Ahmed, est-ce que ce jeu dont parle Ibrahim Kane n'est pas en train d'instaurer une crise politique au Sénégal, institutionnelle? Parce que pour la première fois, on voit des députés demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour vérifier des informations qui accusent des membres du Conseil constitutionnel comme étant des corrompus, comme ça a été dit par le Parti démocratique sénégalais, et qu'une instance comme l'Assemblée nationale veuille vérifier le Conseil constitutionnel. Il y a un des procureurs qui a dénoncé ce qu'il dit, l'atteinte à la séparation des pouvoirs. Oui, il y a réellement une atteinte à la séparation des pouvoirs dans la mesure où l'Assemblée nationale n'est pas en mesure et n'a aucun pouvoir coercitif de coercition sur le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire si demain les juges sont convoqués et qu'ils ne se présentent pas, il ne se passera rien. Ensuite, si à la fin de la commission d'enquête, le dossier est déposé chez le procureur, quels sont les moyens dont le procureur dispose aujourd'hui pour poursuivre
pour poursuivre des membres du Conseil constitutionnel. Je pense que ce qui se passe est quand même déplorable. D'abord parce qu'effectivement, il y a une atteinte à la séparation des pouvoirs, ça c'est un, mais ça porte atteinte aussi à l'image du Sénégal. Parce que si nous permettons aujourd'hui aux hommes politiques, aux commissions d'enquête de pouvoir mener des enquêtes sur le pouvoir judiciaire, cela veut dire que le pouvoir judiciaire va se retrouver sous des pressions politiques qui ne lui permettront plus de faire son travail convenablement. Si on jette le discrédit sur le Conseil constitutionnel, on est en train de semer les graines de dérive post-électorale. Et malheureusement, c'est dangereux et irresponsable à mon avis. Je peux dire que je peux même pas dire que je suis pas d'accord avec le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Par contre, c'est là où se trouve le problème. On attend d'un juge pénal qu'il dise le droit, mais on n'attend pas d'un juge constitutionnel qui dise le droit. On lui demande d'interpréter la loi. Et malheureusement, ils ont eu une vision étroite de la question de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise. Parce qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'on veut dans cette... qu'est-ce que cherche la loi en réalité. Qui peut aujourd'hui dire que Karim Wade n'est pas sénégalais? Karim Wade est bien sénégalais. Pourquoi la France n'a pas demandé à ce que Karim Wade soit extradé quand il a purgé sa peine de prison au Sénégal? Et de surcroît, nous avons eu un président, Abdoulaye Wade, né avant les indépendances, et qui aussi, selon un des avocats de son fils, jouissait, ou en tout cas, est français sur les papiers. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, je pense que c'est discriminatoire, parce qu'on ne peut pas dire que tout Sénégalais né d'un parent étranger ne peut diriger ce pays-là. Je trouve que c'est discriminatoire. La question de l'exclusivité ne doit pas être entendue de manière littérale. Ce qu'on veut, c'est d'être sûr que celui qui va gouverner le Sénégal ne défendra en réalité les intérêts du Sénégal. C'est ce qu'on veut. Et à ce niveau-là, je pense que la question de l'exclusivité ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Pourquoi ça ne résout pas le problème? Parce que, ça crée une discrimination. Nos ambassadeurs, notre corps diplomatique, qui ont des enfants ailleurs, ça veut dire que ces gens-là sont exclus de pouvoir demain gouverner le pays. Parce qu'ils ont le droit de sol dans les pays où leurs enfants sont nés. On est d'accord. Les Sénégalais, on va dire deux Sénégalais, qui vivent en France, dont les enfants naissent en France, mais qui par la suite, comme ça se passe souvent, viennent grandir au Sénégal jusqu'à l'âge adulte pour retourner en France. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là ne sont pas sénégalais et ne sont pas à même de défendre les intérêts du Sénégal devant la France? Qui peut dire aujourd'hui qu'un Algérien né en Algérie est plus algérien qu'un Algérien né en France? Donc je pense que la question au-delà de la question de l'exclusivité, je pense que ce qu'on cherche ici, ou ce qu'on pourrait dire, c'est de faire en sorte que le candidat soit né sénégalais. Et là, ça crée une grande différence. Il ne s'agit plus d'une question d'exclusivité, mais d'une question de naissance. Être né sénégalais, ça veut dire soit de père et de mère sénégalais, ou de père ou de mère sénégalais, comme le dit le code de la nationalité. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne risque pas demain d'avoir un étranger à la tête de l'État. Et c'est ça qui est important dans ce cas de figure. Comme disent les Américains, il faut naître sur le sol américain. Comme Barack Obama, d'ailleurs. Barack Obama, dont le père est kenyan, mais né. Donc je pense qu'au XXIe siècle, poser cette question-là, cela témoigne de la fébrilité de notre souveraineté. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à protéger, c'est cette question de souveraineté, mais elle ne se protège pas comme ça. Il y a des personnes dont les arrière-grands-parents, ou dont même les grands-parents sont guinéens, et qui sont aujourd'hui sénégalais, qui portent les couleurs du Sénégal, qui défendent le Sénégal, qui vivent et qui se pensent plus sénégalais qu'autre chose. Être sénégalais en réalité, c'est quoi? C'est ça la question fondamentale. Maintenant, sur l'enquête de l'Assemblée nationale, le PDS est doué à ce jeu-là. Effectivement, la politique est un jeu et le PDS est doué à ce jeu. Mais il faut faire attention, parce que qu'est-ce qu'on cherche réellement? On cherche à salir le Conseil constitutionnel, on cherche à jeter le discrédit sur le processus électoral, ou on cherche à envenimer la situation mais je ne peux même pas dire si.
parce que Karim Wade ne participera pas aux élections. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Et moi, je ne trouve pas autre question qu'on se dirige en réalité vers des retrouvailles de la famille libérale. Retrouvailles de la famille libérale, mais accuser des juges du Conseil constitutionnel, le Sénégal a vécu comme une période très douloureuse avec l'histoire de Maître Babacar Sèye. C'est comme ça que c'était passé. Des accusations dans des meetings et qui ont abouti à l'irréparable. Oui. Il ne faut pas faire très attention par rapport à la manipulation, surtout à ces accusations. Mais tout à fait. Vous savez, en écoutant Pierre, me revient un peu à l'esprit que ce sont ces mêmes politiciens qui ont fait cet arrangement en 92. Donc ils l'ont fait en connaissance de cause. En 2011, la commission qui avait été créée pour référendum. La commission pour la réforme du code électoral. Cette commission avait posé le problème. Il y a même eu des papiers de Ndiaga de Serigne Mbaye Thiam. Tous ont écrit sur cette question en disant, regardez, cette question de la double nationalité, de la nationalité exclusive, elle n'est pas réglée par le droit. Parce que la Constitution ne règle absolument rien, pose le principe, mais ne parle pas de modalité. Et ce qui est proposé dans le code électoral ne règle pas entièrement le problème. Parce que c'est même beaucoup plus complexe que ça. Vous savez, dire que dans les lois sénégalaises, il y a énormément de dispositions qui discriminent. Par exemple, dès qu'on est... on parle de naturalisation, donc on acquiert la nationalité sénégalaise, il y a des postes qu'on ne peut pas occuper pendant un certain temps. On ne peut pas être député immédiatement, on ne peut pas aller dans l'armée. Il y a beaucoup de... Ça, c'est les lois des pays qui le posent. Peut-être que aussi dans ce domaine, on a besoin de décoloniser notre législation, parce que toutes ces règles-là sont des règles que nous avons héritées du système colonial. Donc là n'est pas véritablement... Moi, le véritable problème, c'est de voir que subitement, parce qu'un candidat a été normalement exclu du jeu politique, que ses partisans agitent cette exclusion pour pouvoir non seulement jeter le discrédit, mais au fond, en jetant le discrédit, on veut que les élections n'aient pas lieu. Ah oui. Mais regardez la facilité avec laquelle on a constitué cette commission d'enquête. Oui, mais ce qui intrigue les gens, c'est que l'APR appuie la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Pourquoi? Mais quand même, Alassane, presque tout le monde sait qu'à l'intérieur de l'APR, il y a énormément de personnes qui ne sont pas d'accord avec le choix de l'actuel Premier ministre comme étant candidat du parti. Donc, eux aussi, ils trouvent dans cette démarche-là une opportunité pour essayer de créer des difficultés à leur candidat et puis compliquer davantage la situation. On est à moins d'un mois de l'élection. Ouais. Normalement, rien ne doit, quelles que soient les intentions des uns et des autres, on doit aller dans la direction des élections. On doit organiser ces élections, que le Sénégal choisisse celui qui va présider aux destinées du pays et que l'on en finisse. Maintenant, tous ces autres problèmes-là qui sont posés par cette élection, j'espère que le prochain président qui sera élu va vraiment aider à trouver une solution. Parce que ce que cette période-là nous a montré, c'est qu'on a besoin plus que d'un toilettage de nos textes. Cette histoire de parrainage, il faut qu'on règle ce problème de parrainage. Au début, on disait, c'est ce que Ismaïla Madior Fall nous avait dit, c'était pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats. Pour la première fois dans l'histoire du pays, on a 20 candidats. Donc cela veut dire que ce parrainage-là ne règle pas le problème. On a cette histoire de nationalité. Il faut qu'on règle ce problème pour éviter que demain, que de petits bandits, moi c'est comme ça que je peux les appeler, se mettent à manipuler l'opinion, à essayer d'utiliser de voies illégales, de voies inconstitutionnelles pour pouvoir créer la zizanie, créer des problèmes dans ce pays. Dans une certaine mesure, je serais même tenté de dire, mais pourquoi le procureur ne se saisit pas de ce problème et trouve, en tout cas, ceux qui agitent le truc pour voir comment on peut, parce que ça, c'est vraiment essayer
de poser des actes qui sont de nature vraiment à créer des troubles dans le pays. Oui. Et ça, c'est vraiment dangereux. Oui, mais parce que si on parle de corruption, à ce niveau de responsabilité, on doit avoir des preuves de mettre sur la table, de montrer aux Sénégalais, voici les preuves de la corruption dont on parle. Les gens parlent de voix, d'audio, mais tout le monde sait aussi qu'avec l'intelligence artificielle, on peut donner la voix de qui on veut. On peut faire dire à tout le monde ce qu'on veut. Comment sortir de ce timbroglio? Alors, vous savez, moi je pense même pas que les gens qui parlent aujourd'hui de corruption, ils en parlent en tant que quoi? Ils sont députés à l'Assemblée nationale, donc ils ont l'immunité parlementaire, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Par contre, comme on dit en wolof, seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. Donc à partir du moment où on brandit, on dit que quelqu'un a reçu autant de milliards pour éliminer Karim Wade, on est en train d'essayer de justifier la non-participation de Karim Wade, mais par la corruption et par le fait d'un tiers. Or, en réalité, je pense que Karim Wade a commis des erreurs stratégiques. D'abord, quand Thierno Alassane quand Thierno Alassane parle de sa nationalité, c'est lui qui se lève et qui attaque Thierno Alassane. Et c'est ça qui a amené Thierno Alassane à aller déposer un recours. Thierno Alassane n'avait pas dans un premier temps déposé un retour. Peut-être que s'il avait fait la sourde oreille, la question n'aurait pas été agitée. Ensuite, Thierno Alassane va déposer un recours et c'est Karim lui-même qui va donner au juge constitutionnel ce qui va leur permettre de rejeter sa candidature. En fait, c'est lui qui a apporté les éléments. Donc, il s'est pratiquement auto-exclu. Et c'est des erreurs stratégiques, c'est-à-dire que c'est celui qui fait le recours qui a la lourde responsabilité d'apporter les faits, d'apporter les preuves des faits qu'il soutient. Thierno Alassane n'aurait pas pu d'ailleurs apporter la preuve que Karim Wade n'est pas de nationalité exclusivement sénégalaise. Il ne peut pas à son niveau, ou alors il aurait enfreint plusieurs lois sur les données personnelles. Et ces accusations très graves quand même, contre des juges du Conseil constitutionnel, c'est quand même grave. Mais non sans aucune preuve, sans rien du tout. Non, mais c'est pas seulement grave, c'est irresponsable. C'est vraiment irresponsable. Moi, je ne soutiens pas cette démarche-là, parce que ça peut avoir plusieurs conséquences sur le processus électoral. Ça peut nous amener vers des troubles dont on ne se relèvera peut-être pas. Attention, parce qu'à partir du moment où les gens sont convaincus, mais ça, c'est ce qu'on appelle la propagande. C'est-à-dire, il faut amener les Sénégalais à ne pas pouvoir défendre leurs institutions quand ils seront attaqués ou quand elles seront attaquées. Et c'est ça, c'est Alex Muccielli qui dit ça dans un de ses ouvrages qui parle de la propagande, tout ça. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on est en train de préparer les Sénégalais en leur disant que ce conseil est corrompu. Mais il y a eu un truchement sémantique, par contre, et peut-être les gens ne se rendent pas compte. Avant, on disait que c'était le conseil de Macky Sall. Macky Sall leur faisait faire ce qu'il voulait, etc., etc. Aujourd'hui, on a une autre cible, parce que Macky Sall n'est plus candidat. On a une autre cible. Et la cible, c'est qui? C'est Amadou Ba. Et Amadou Ba a un positionnement aujourd'hui un peu très délicat, parce que non seulement il est désavoué par ses anciens compagnons, ou en tout cas par la majorité, ou par une partie de la majorité présidentielle, mais en même temps, l'opposition tire sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Et vous pensez le positionnement de l'APR ou de Benno dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire, c'est des prémices d'une négociation entre les deux? Oui, mais moi, c'est ce que je pense, parce que l'APR n'a aucune raison apparente d'aller se liguer au PDS pour ouvrir une commission d'enquête sur le Conseil constitutionnel. Quel intérêt ils ont, si ce n'est un intérêt politique? Ils n'ont aucun autre... Oui, politicien. Mais est-ce que certains députés ne sont pas en train de calculer aussi pour chercher une prolongation de leur mandat? Parce que le pouvoir qui va venir, systématiquement, doit aller moins de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous savez, celui qui doit faire très attention aujourd'hui, c'est Amadou Ba. Parce que non seulement on risque de lui faire porter le chapeau, mais on risque de l'amener en prison. Ah oui? Ah bah, s'il est accusé de corruption... on va l'amener en prison avant que les choses ne soient très claires. Et il se passera quoi pendant ce temps-là? Aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel est dissous ou si les membres du Conseil constitutionnel démissionnent, il se passera quoi? Il n'y aura pas d'élection. Mais vous savez combien de fois les gens ont parlé dans ce pays-là de report d'élection? Donc cette question-là n'est pas anodine, mais pour la comprendre, il faut la lier aux prémices qui ont
qui nous ont amenés à cela. C'est quoi les prémices? C'est que les gens de la mouvance présidentielle ont dit, Urbi et Orbi, que Amadouba n'est pas capable de leur faire gagner. C'est ce qu'ils pensent. Ils l'ont dit. Ils ne le disent pas dans les couloirs, ils l'ont dit dans des médias publics. Et ça, c'est grave quand même. C'est-à-dire que nous avons une majorité présidentielle qui, en son sein, a choisi un candidat qu'ils estiment que le candidat n'est non seulement pas prêt, qu'il n'est pas capable de leur faire gagner, et ça crée des dissidences. Ça ne crée pas des dissidences au sein des gens qui sont déjà partis, genre Boun Abdallah John et Aly Ngouille Ndiaye, qui sont eux partis, mais c'est des gens qui sont encore là, qui jouissent encore des privilèges que leur offre leur appartenance à Benno Bokk Yakaar, qui le disent. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'en réalité, ce sont des privilèges qui sont menacés. Ils ne sont... Moi, je pense, quand je fais une analyse, je dis qu'il y a des personnes qui se disent que si Amadou Ba devient président, ils perdront leurs privilèges. Que Amadou Ba ne les arrange pas pour X raisons. Soit pour des privilèges, soit pour des affaires, soit pour les raisons peuvent être multiples, et qui se disent nous allons tout faire pour qu'il ne devienne pas président. C'est aussi simple que ça. Alors, la candidature de Karim Wade est rejetée, mais là où le PDS doit faire attention, c'est de mener un combat dont ils ne seront pas les bénéficiaires. Oui, parce que là, ils vont mener un combat. Ils parlent de la candidature de Karim Wade. C'est pas normal. Il y a plusieurs interprétations possibles, mais nous savons tous qu'en matière électorale, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Si on dissout le Conseil constitutionnel, qu'on installe un nouveau Conseil, cette décision-là ne changera pas. Elle est actée. Donc, pourquoi le PDS va mener un combat dont le principal bénéficiaire sera cette association de politiciens de la mouvance présidentielle qui manœuvre pour un report d'élection? Qu'est-ce que le PDS a gagné pour un report d'élection? La possibilité que dans 2 ans, dans 1 an ou dans 6 mois, qu'on remette tout sur la table et que Karim Wade puisse participer. Il n'y a que ça. Et comment comprendre aujourd'hui? Ajouter à ce que vient de dire Pierre, c'est qu'il y a aussi une logique dans la démarche de l'APR. Si vous aviez suivi l'actualité au Sénégal, vous savez qu'il y a au sein de l'APR des gens qui disent il nous faut 2 ans de plus. Exactement. Et cette stratégie-là, tout le monde sait que même en mettant en place une commission d'enquête, la commission d'enquête est incapable matériellement de mener son travail, de faire ses conclusions avant le 25 février. Ce qui va nous mener à une situation inédite, dans la mesure où il y a des soupçons de corruption sur des juges qui doivent contrôler le processus électoral. Il faut suspendre le processus jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet aussi, c'est que ce qu'eux, ils demandent, il n'y a pas de règle, ni dans la Constitution, ni dans les lois du Sénégal, pour trouver une solution au problème qu'ils posent. Ils le savent. Et donc, en agitant le couteau dans la plaie, ils veulent créer une situation que moi, je pourrais qualifier d'insurrectionnelle, une situation dont personne ne connaît. Oui, mais dans tout ça, le silence de l'APR, de Benno, aucun communiqué de l'APR, aucun communiqué de Benno Bokk Yakaar, et le silence du président. Que veux-tu? C'est parce que peut-être, dans une certaine mesure, ça arrange certains. Ceux qui ont cautionné la création de la commission d'enquête, tout le monde sait qui sont-ils. C'est des responsables du PD, de l'APR et autres. C'est même des gens qui occupent des positions assez importantes. Mais personne ne le... Donc, s'ils l'ont fait sans qu'il n'y ait de réaction négative de la part des gens, peut-être qu'il y a une sorte de caution. Est-ce que la question de report n'est pas une distraction? On ose s'arranger. Parce que le président ne peut pas changer les élections. La date est fixée par la Constitution. Oui, mais vous savez, nous sommes dans un système hyper présidentialisé. Nous ne sommes même pas dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime hyper présidentialisé où le président de la République est l'alpha et l'oméga du système et où il peut trouver les mécanismes qui lui permettent d'arriver à ses fins. Et on lui offrira ça sur un plateau d'or. Donc la question qui se pose, c'est... vous savez, on ne peut pas être président de la République
porté par une coalition, par Benno Bokk Yakaar, avec un Premier ministre dont les membres du gouvernement passent leur temps à tirer dessus, sans que le président ne dise rien. C'est-à-dire, ou il manque de respect au président de la République, ou alors le président de la République a perdu tout pouvoir de contrôle sur eux. Est-ce qu'il n'est pas dans le système de canard-boiteux? Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Et c'est ça la grande question. C'est-à-dire, aujourd'hui, Macky Sall est secrétaire général de l'APR. Il est président de l'APR. Ouais, mais ça, c'est récent. Mais il est président de l'APR. OK? Donc, il n'est même pas encore sorti du jeu politique. C'est-à-dire, même après la présidence, il avait dit, il y a quelques mois, qu'il tournerait le dos à la scène politique. Mais là, on voit qu'il vient d'être président de l'APR. Ça, c'est dans... De deux, il a toujours gouverné avec Benno Bokk Yakaar. Et dans Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas que l'APR. Moi, j'ai l'impression qu'on a soustrait la puissance politique de l'APR de Benno Bokk Yakaar. Et en fait, Benno Bokk Yakaar se retrouve sans ceux qui ont fait l'APR, sans les porteurs de voix de l'APR. D'où les candidatures de Boun Abdallah Dionne qui peuvent faire peur. Parce que c'est des candidatures qui vont fragmenter l'électorat. Ils ne peuvent pas aller puiser ailleurs, c'est fini. Donc, ils peuvent puiser où? Dans Benno Bokk Yakaar. Mais pourquoi? Pourquoi personne n'a essayé de mettre les gens autour d'une table et de leur dire vous allez soutenir le candidat parce qu'il y va de l'intérêt général. Donc, c'est une question d'intérêt politique qui ne dit pas son nom. Est-ce que le président de la République aujourd'hui est incapable de ramener les gens dans les rangs? J'en suis pas convaincu. Là, c'est fini, ça. J'en suis pas convaincu. Je pense qu'il en est bien capable. Quand Mame Mbaye Niang passe son temps à dire je ne suis pas avec Amadou Ba, je ne soutiens pas Amadou Ba, je suis avec le président Macky Sall, s'il se retire, je me retire. Le président de la République qui a choisi son Premier ministre, Mame Mbaye Niang, membre du gouvernement, se permet de tirer sur le Premier ministre sans être ramené à l'ordre. Je pense qu'il y a un minimum de, même si on est en politique, il y a un minimum de courtoisie qu'il faut avoir, surtout en matière gouvernementale, tout de même. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'être dans un gouvernement et de tirer sur son Premier ministre. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. Mais c'est intriguant tout ça. Oui, mais si, comme on peut le suspecter, toute cette stratégie est peut-être du fait de la non-qualification du fils Wade, est une tentative de faire le holà sur le PDS, c'est-à-dire pour ramener le PDS dans la maison libérale, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux parce que au-delà de l'action politique ou du jeu politique, il y a une mise en péril des institutions de la République. Oui. Et ça, c'est déjà un grand problème. Deuxième grand problème, c'est que on a aussi, en tout cas quand on observe l'échiquier politique, le président est en train de perdre de pouvoir. De plus en plus de personnes qui lui étaient proches ont décidé de prendre armes et bagages pour aller ailleurs. Par exemple, un journaliste comme celui du journal, non pas Enquête de... Wadjambal. Oui, il a décidé d'aller. Et ça, c'était vraiment la voix du président. Donc, quand on voit tous ces mouvements-là qui se passent, il y a peut-être panique quelque part. Et ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'APR ne doit pas déteindre sur le système politique lui-même, ne doit pas déteindre sur l'État lui-même. Et c'est là où le jeu est un tout petit peu dangereux. Je pense que... Mais est-ce que justement depuis les indépendances jusqu'à présent, à chaque fois que le parti au pouvoir est dans des situations, ça déteint sur la situation politique? Ça, c'est depuis Senghor, Mamadou Dia, jusqu'à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Oui, toujours le parti au pouvoir a eu à imposer, entre guillemets, sa volonté. Oui, mais on est dans une situation inédite. La situation inédite, c'est le fait que le président sortant n'est pas candidat. Donc, de plus en plus, il perd prise sur la réalité. Et c'est ça qui rend la situation aujourd'hui complexe. Tout à l'heure, vous parliez du manque de réaction, mais bon... peut-être ces liens avec certains qui ont été à l'origine de la démarche au niveau de l'Assemblée fait qu'il ne peut pas faire grand-chose. Peut-être aussi le fait que
aujourd'hui, on est dans une période où des prises d'opposition peuvent être dommageables pour l'ensemble du système lui-même qu'il a établi. Donc il y a tellement de paramètres qui sont qu'on ne maîtrise pas, qui rend aujourd'hui la situation. C'est pourquoi ce que disait Pierre est vraiment très important. On a des institutions de la République qui jouent un rôle fondamental dans l'élection présidentielle à venir. Ces institutions-là, on doit les mettre à côté, on doit les protéger, on doit s'assurer que ces institutions-là jouent leur fonction jusqu'au choix que les Sénégalais feront de leur président. Mais tout le reste, ce n'est que de l'agitation et on doit aussi faire en sorte pour que cela ne se répète plus. Parce que si de telles choses se répètent, c'est le vivre ensemble du Sénégal, c'est l'existence même de ce pays-là en tant que démocratie qui est en question. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de payer justement le fait qu'on n'ait pas appliqué les résultats des assises nationales qui justement anticipé sur ces questions-là qu'il fallait régler? La Commission nationale de réforme des institutions avait mis en place, mais rien n'a été fait. Et justement, il y a un collectif d'ONG et de société civile qui s'est réuni la fois dernière pour réactiver les concours des assises nationales, pour permettre à celui qui va venir, le prochain président, d'appliquer ces règles-là, pour éviter d'avoir ces gens. Vous savez, le problème de ces assises nationales-là, c'est que dans tous les pays où il y a des assises nationales, l'assise nationale est portée par le parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'au lendemain des élections de 2007, l'opposition a refusé de reconnaître la victoire du président Abdoulaye Wade et a décidé d'aller vers des assises nationales. Donc ça veut dire que ces assises nationales n'ont pas été encadrées par des institutions et il n'y a eu aucun engagement institutionnel à appliquer ces assises-là. Donc toutes les personnes qui disent qu'ils vont appliquer les résultats de ces assises ne peuvent se baser sur rien du tout en réalité. En fait, leur engagement n'a aucune valeur. Je pense que c'est au Botswana qu'il y a ce qu'ils appellent le consensus minimal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les hommes politiques, tous les partis politiques se retrouvent, réfléchissent sur tous les secteurs de l'État, de la vie publique, et se disent que dans les 25 ans, quel que soit celui qui sera élu, ces choses-là ne changeront pas. C'est ce qu'ils appellent le consensus minimal. Et ça marche très bien. C'est-à-dire, on peut mettre de la peinture, on peut tout faire, mais on ne change pas à l'architecture. Et dans ce pays, on est incapable de le faire. On est incapable d'avoir un consensus minimal. Ça, c'est un. Donc, les assises nationales auraient pu être un consensus minimal dans ce pays-là, mais aujourd'hui, ces conclusions-là, mais quelle est la valeur d'un engagement à les mettre en œuvre? Macky Sall s'était engagé à mettre en œuvre ces conclusions-là. Mais la vérité, c'est que c'est un idéal politique. Et c'est différent de la réalité politique. La réelle politique voudrait que le président de la République au Sénégal tienne tout le monde en l'état. Qu'il ait les pleins pouvoirs, qu'il soit l'alpha et l'oméga du système, comme on dit en Wolof, moi boum, moi boumi. Alors que les assises nationales limitent quelque peu, si vous voulez, ces pouvoirs-là. Les assises nationales recommandent des choses qui sont bien pour le pays, qui peuvent faire avancer le pays, mais qui ne sont pas bien pour l'homme politique. Alors, est-ce que l'homme politique a aujourd'hui la capacité de dépassement? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'homme politique met ses intérêts en berne pour mettre en avant l'intérêt du Sénégal? Je ne pense pas, et je pense qu'ils sont très rares, les personnes dans ce pays-là qui sont capables de mettre en berne leurs intérêts personnels pour l'intérêt de la nation. Et c'est ça qui est important. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui sont conscients du rôle qu'ils jouent dans la société, qui sont conscients qu'ils sont un persona au sens où le disait Aristote, qu'ils sont une représentation, une partie du pays et que les gens les regardent? Est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils sont conscients que les actes qu'ils posent ont toujours des répercussions sur la vie publique de ce pays-là? Ils n'en sont pas conscients. Nous sommes passés à une forme de politique responsable, à une autre forme de politique non seulement irresponsable, violente, discourtoise et qui ne mènera le Sénégal nulle part. Depuis quand, Alassane, vous n'avez pas entendu un homme politique parler de l'éducation au Sénégal, parler de l'économie? On parle de pétrole, de gaz, de milliards d'argent, mais on ne parle pas du fait fondamental. Comment faire pour que le Sénégalais né au Sénégal puisse vivre, grandir au Sénégal, puisse être formé, puisse trouver du travail, puisse mener une vie décente, puisse subvenir à tous ses besoins et puisse accéder à des services sociaux de base
puissent accéder à une meilleure santé, on n'en parle pas. De quoi on parle? De quoi on parle depuis 2019? On parle de quoi? On nous a parlé, c'est quoi les sujets, les principaux sujets qui ont été abordés dans ce pays-là depuis 2019? On nous a parlé de Sonko Adji Sarr, on nous a parlé de juges corrompus. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on traite la justice de corrompus au Sénégal. Qu'est-ce qu'on a fait? La société civile dont on parle aujourd'hui, mais elle était où? Est-ce qu'elle ne s'est pas transformée en une société civile politique? Parce qu'aujourd'hui, dans cette histoire de report-là, il y a des gens de la société civile qui sont partie prenante. Et c'est ça qu'on appelle une société civile. Vous vous souvenez quand Abdoulaye Wade disait au début des années 2000 que le Sénégal n'avait pas de société civile? Mais l'histoire lui a donné raison. C'est des hommes politiques qui, sous le manteau de la société civile, qui mènent des actes politiques, des actions politiques. Mais contre qui? Pour l'intérêt de qui? Mais c'est contre tous les Sénégalais et c'est pour leur propre intérêt. Et c'est malheureux, Alassane, c'est malheureux ce qui se passe. C'est malheureux, on a presque envie de pleurer parce que ce pays ne mérite pas ça. Nous sommes la grande nation sénégalaise. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire peuvent penser que le Sénégal est un petit pays. Nous ne sommes pas un petit pays. Nous ne sommes pas un petit pays. Et nous ne méritons pas les hommes politiques que nous avons aujourd'hui. Justement, est-ce que cette élection, qui est une élection a priori ouverte, ne doit pas permettre au Sénégal de choisir le meilleur d'entre nous? Celui qui met en avant les intérêts du Sénégal, pas ses intérêts personnels, ou de son clan, ou de sa communauté. Bon, je reviendrai, mais je voudrais juste répondre à Pierre quand il dit Oui. qu'il n'y a pas de société civile au Sénégal. Non, il y en a. Il y en a. Il y a une société civile politisée, je suis d'accord avec vous, mais il y en a qui se battent quotidiennement pour défendre la vie digne pour les Sénégalais. Elle existe. Mais c'est très elle bien. existe. Peut-être elle n'est pas elle est aussi inaudible. audible. Mais peut-être elle n'est pas aussi audible qu'elle devrait l'être. Mais il y a aussi beaucoup de raisons, parce que même souvent dans nos États, que ce soit du temps de Wade ou actuellement, les gens ont créé leur propre société civile, ce qu'ils mettent en avant. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut... Maintenant, pour revenir à ta question, je suivrai un tout petit peu la logique que Pierre a commencé, parce que ce que dit Pierre est tellement intéressant, c'est que quand on regarde parmi les 20 qui sont aujourd'hui les candidats, on voit que le Sénégal est en train de se transformer. Oui. Comment? Transformer, mais je veux dire, le tiers des personnes qui sont candidates n'ont jamais fait de la politique. Il y a des hommes d'affaires, il y a des gens... C'est-à-dire, on est entré dans une ère où tu penses que tu as de l'argent, tu penses que tu as une sorte d'aura, et tu peux faire une sorte comment dirais-je encore, d'OPA sur l'État et contrôler. C'est pas nouveau. Au Bénin, ça s'est passé. Oui. Un homme d'affaires a décidé d'être président, il est arrivé et il a contrôlé le pays comme il le voulait. Justement, est-ce que le pouvoir de l'argent aujourd'hui peut pousser Mais ça- les gens à voter pour un candidat au Sénégal? Bien sûr que oui. Oui. Je n'ose pas donner le nom de certains candidats, mais quand vous voyez comment ils organisent les tournées à l'intérieur du pays, vous savez que les gens les suivent à cause de l'argent. Et à cause de l'argent, et on n'est même pas sûr que ces mêmes personnes vont voter pour lui. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un premier problème. C'est-à-dire le fait qu'on a, je ne dirais pas désacralisé, mais on a réduit l'institution présidentielle à quelque chose D'accessible. Voilà, d'accès. Mais et quelque chose d'achetable. comment dirais-je, qui devient comme- Trivial, une Voilà, chose triviale. le truc commun. Mais de tout est-ce le que monde. certains ne rêvent pas parce qu'il y a du gaz et des pétroles qui vont arriver en se disant écoutez, on y va aussi? Il peut y avoir Voilà. tout cela, mais je pense qu'on doit donner à l'institution présidentielle, tu vois, Ce caractère sacré. voilà, ce Il est caractère sacré. sacré. C'est pas tout le monde qui peut aspirer à la fonction présidentielle. Qui doit lui donner ça? Qui? Mais c'est la population. Mais la population est dans un tel état, il m'a expliqué, dans un tel état, que cette population-là, elle va prendre l'argent, elle va... C'est une population qui a faim. Voilà, Mais qui- tout qui- cela, ce sont les conséquences, excusez-moi, ce sont les conséquences de la pauvreté. Personne n'a essayé de régler le problème de la pauvreté. Est-ce qu'on règle le problème de la pauvreté par les programmes qui ont été mis en place par le Sénégal? Programme de lutte contre la pauvreté, programme d'appui à la réduction de la Les politiciens ont pauvreté. intérêt à régler le problème de la pauvreté au Sénégal. Non, mais Est-ce que s'ils règlent le problème de la pauvreté, ça ne donne pas plus d'indépendance, de choix aux populations? Est-ce que le système éducatif qui est mis en place n'a pas été mis en place pour justement maintenir les Sénégalais dans
dans le besoin Non, pour mieux les utiliser. Mais Alassane Samba, l'action politique fondamentalement est une action qui vise à régler les problèmes. Normalement. C'est ça. Mais aussi à prioriser. Il a dit tout à l'heure, on est dans un pays où le taux d'alphabétisation, le niveau d'éducation de la population est à un tel niveau qu'on ne pourra absolument rien faire, même si on a le pétrole, même si on a le... Mais d'où ma question. Mais votre question est intéressante parce qu'elle est significative. Elle est socialement significative. D'abord, vous dites les politiciens. Ça veut dire qu'il y a ici une sorte de professionnalisation de l'action politique, au même titre que le mot mécanicien professionnalise l'acteur de la mécanique. Donc, il y a des gens qui n'ont d'autres fonctions que politiques, qui n'ont d'autres... comment on va dire d'autres métiers. Oui, parce qu'on a vu des Sénégalais. On a transformé des Sénégalais qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont aucun métier, qui sont devenus des politiciens professionnels, jusqu'à des ministres, jusqu'à même des responsables, avoir énormément d'argent parce qu'ils ont fait de la politique. Mais exactement. Et c'est le signal qu'on donne à la population sénégalaise en leur disant que, écoutez, si vous faites de la politique, vous aurez de l'argent. On leur a dit que si vous faites de la lutte, en une après-midi, vous allez vous taper 200 millions, mais vous savez ce que c'est que 200 millions. Vous pouvez travailler toute votre carrière dans l'administration sénégalaise sans pour autant jamais atteindre la centaine de millions. Donc, on vous donne 200 millions en une après-midi. On l'a fait depuis les années 90. On a donné de mauvaises représentations aux Sénégalais. Personne n'a essayé de régler le problème de la pauvreté à la base. Parce que la pauvreté, la pire des pauvretés, c'est la pauvreté de l'esprit. Et l'esprit sénégalais est pauvre. C'est la vérité, il faut qu'on se le dise. Nous avons eu la chance d'avoir été formés à bonne école. Cette bonne école n'existe plus. Cette bonne école, elle est en crise depuis 1990, depuis 88-90, depuis la fin des années 80. Cette école est en crise. Nous avons une école qui n'est pas en adéquation avec les besoins de la population. Nous avons un système politique, si tant est que nous avons un système politique qui ne nous donne pas les grandes orientations d'un système économique. De quoi le Sénégalais a-t-il besoin aujourd'hui? De quoi le Sénégal a-t-il besoin? De quoi jouit le Sénégal? Vous parlez de pétrole, c'est une richesse fluctuante, mais avant le pétrole, on a quoi? Nous avons l'océan, nous avons les terres, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Géej doo ko jox mu lekk, doo ko jox mu naan te saa yoo demee fekk ci jën dëgg la am déet nga am ndox am suuf am naaj am 720 km de côte sur l'océan le plus poissonneux au monde et tu n'es pas capable de former des centres de métiers. Je ne parle même pas d'école, mais des centres de métiers. C'est-à-dire comment faire pour améliorer ce qui existe. Parce qu'au Sénégal aujourd'hui, quand on se rend compte, selon les derniers chiffres, qu'il y a à peu près 10 millions de Sénégalais qui n'ont aucun métier, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été à l'école coranique, qui ne savent rien faire, on comprend pourquoi on se retrouve avec des charretiers en plein centre-ville, pourquoi on se retrouve sans pour autant jeter l'opprobre sur ces métiers, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, mais pourquoi on se retrouve avec les vendeurs à la sauvette, etc., etc. Et maintenant, si tu veux incorporer ces gens-là, parce qu'on parle d'emploi des jeunes, mais c'est un faux problème. Il n'y a que très peu de jeunes employables qui ne sont pas employés. La majeure partie, c'est des jeunes qui n'ont aucune formation. Alors, comment tirer profit? Comment intégrer ces jeunes-là dans le système économique? On n'y a pas réfléchi. On n'y a pas du tout réfléchi. Parce que tout ce qu'on met requiert un niveau de formation à la base. Et ces jeunes n'ont aucune formation. Ils ont entre 24 et 35 ans. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On n'y a pas pensé. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Parce que si on convoque l'histoire, c'est là où on n'a pas seulement des regrets, mais où on est encore plus sévère avec nos politiciens actuels. En 1959, Mamadou Dia a fait la première étude prospective en Afrique avec le père Lebré, qui avait dit, entre autres choses, que ce qui peut aider le Sénégal à se frayer un chemin en Afrique, c'est les services, c'est l'éducation. En 1959, qui lui disait que même l'arachide n'avait pas d'avenir. C'est-à-dire, ils ont posé tellement d'éléments sur la table qui pouvaient nous orienter dans nos actions. Et vous savez ce qui lui est arrivé. 2 ans après, on l'a liquidé. Tout à l'heure, il donnait son sentiment sur la question des assises. Moi, j'ai une position différente. Pour moi, les assises montrent qu'au Sénégal, on est capable de réfléchir,
on est capable de penser notre avenir et on est capable de nous donner un certain nombre d'orientations qui vont nous aider à faire ça. On est incapable d'action. Oui, mais je vais vous donner un problème, exemple. Dans les assises, parce que j'ai longuement discuté avec beaucoup d'acteurs au niveau des assises, mais dans les assises, toutes les hypothèses qui ont été posées dans les assises ont été vérifiées. Si vous lisez le projet de constitution qui était issu, ce projet de constitution avait posé quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, chaque fois qu'il s'agissait de créer des institutions, il a mis un plafond. Que dans le budget, il y a toujours un plafond. On ne peut pas dépasser ça. Mais chaque fois qu'il s'agissait de résoudre les questions sociales du pays, il y a un plancher. Ce qui voulait dire, ceux qui nous dirigent, ils doivent tout faire pour élever. Un travail aussi extraordinaire que celui-là, on doit le promouvoir. On doit faire en sorte que, je ne sais pas qui sera le président, mais on doit se battre pour que ce président-là puisse au moins prendre en charge un certain nombre de ces préoccupations. Pour moi, c'est ça. Et ils ont commencé, il y a 8 acteurs qui ont décidé, en tout cas la semaine dernière, de tout mettre en œuvre. Pour moi, maintenant, la question est de savoir est-ce que la population sénégalaise est prête à mettre la pression sur l'un de ces acteurs-là, parce qu'on a eu l'expérience passée que vous avez mentionnée. Comment on doit faire avec cette expérience passée pour que quelque chose de nouveau se passe, pour contraindre ces dirigeants-là pour aller dans le sens des intérêts. Parce que ce qui est en jeu, c'est la vie digne d'un Sénégalais. L'expérience a montré que quand les gens veulent le pouvoir, ils sont prêts à tout. Ils signent tout. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont aucun engagement. On n'a jamais essayé en tant que société de mettre en place des mécanismes pour contraindre celui qui sait. Parce que dans d'autres pays, ils ont réussi. Dans beaucoup de pays, si tu ne fais pas ce que tu as promis, on te fout dehors. Oui. Mais nous, on n'a pas encore atteint ce niveau de sophistication. Et c'est dans cette direction-là qu'on devrait aller. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment Pierre Ahmed Ba, anthropologue, expert en intelligence de systèmes complexes. Ibrahim Khan, militant des droits de l'homme et membre fondateur de la RADDHO. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.